Bonsoir. Ah oui, 안녕하십니까. Merci d'être ici avec nous pour recevoir David Fuenquinos, qui est un des écrivains les plus lus en ce moment en France. Et je le remercie vraiment d'avoir pris le temps de venir en Corée, parce que quand nous lui avons écrit, je craignais malheureusement qu'il nous dise qu'il était très pris, qu'il n'avait pas le temps, qu'il ne pourrait pas venir à Séoul. Et comme il vient de me dire que c'est la première fois qu'il vient en Asie, je suis donc d'autant plus heureux de l'accueillir et lui donner l'occasion de découvrir cette partie du monde qui est celle où tout se passe. L'avenir du monde, c'est ici, c'est à Séoul, c'est en Corée. Alors, je ne vais pas présenter David Fuenquinos parce qu'il y a quelqu'un qui va le faire mieux que moi, et je voudrais remercier donc d'abord les éditeurs, Open Books, qui a traduit en coréen une partie des livres de David, et puis Munak Dongne, qui est l'autre éditeur, qui a traduit certains de ses livres également, et je remercie monsieur Lee Young-ho, qui est ici avec nous, qui lui-même est romancier, et qui a accepté, et je le remercie, de discuter avec David Fuenquinos et donc de partager la soirée avec nous. Après cette discussion, nous vous offrons un petit cocktail dans la salle d'à côté, au Café des Arts. David, évidemment, signera les livres qui sont en vente ici, si vous voulez. Et voilà, passez une très bonne soirée. Merci encore à vous, messieurs, d'être ici, et à tout à l'heure. Un peu idiot, hein. Fallait que j'allume. Merci pour cette belle présentation. Je suis ravi d'être là. J'ai l'impression qu'effectivement beaucoup de choses se passent à Séoul. Et voilà, c'est la première fois effectivement que je viens en Corée. Je reste 4 jours qui vont être intenses et actifs. Et voilà, je suis ravi de vous rencontrer. J'ai 3 de mes romans qui ont été publiés ici. Le premier, c'était Le potentiel érotique de ma femme, qui n'était pas un roman autobiographique. Et puis il y a La délicatesse qui a été publié, dont j'ai réalisé le film avec mon frère, qui est sorti ici en Corée. Et, la distributrice m'a dit que le film a un petit peu marché, donc je suis ravi. Et puis là, voilà, il y a un dernier livre chez un autre éditeur, Open Book, qui vient de sortir, qui est un livre sur John Lennon, un livre très différent de mes autres romans, puisque évidemment c'est pas tout à fait un roman, puisque c'est une vraie biographie de John Lennon. La particularité, c'est qu'elle est écrite à la première personne. Donc c'est comme si John Lennon racontait lui-même sa vie. Voilà pour cette petite introduction. Et puis voilà, je rencontre des écrivains coréens. 예, 저도 굉장히 기쁩니다. 한국에는 처음으로 오신 거죠? Oui, j'espère par la dernière. Hein. 한 사흘 일정이라고 하셨는데, 오늘 이 자리에 오기 전에 따로 가본 곳이 있으신가요? Ah, où est-ce que je suis là depuis une seule journée. Ah, avant, vous voulez dire, c'est-à-dire où est-ce que j'ai voyagé ou ce que j'ai fait à Séoul depuis une journée? 전체적인 인상 같은 걸 묻고 있는 겁니다. Ah, l'impression générale. Écoutez, c'est une impression très délicate. Alors ça tombe bien avec la délicatesse. Je dis pas ça pour me faire de la promotion discrète. Mais c'est vrai que j'ai imaginé beaucoup d'effervescence, de mouvement, peut-être quelque chose d'assez stressant. Et depuis que je suis là, je vois beaucoup de douceur, de politesse. C'est très agréable. On a l'impression d'être dans un lit et qu'on nous met une couverture sur nous et qu'on va nous faire plein de bisous. Tu l'as traduit, ça? Il y a une censure, quoi. Bon, j'ai pas eu les bisous encore, mais il y a quelque chose d'assez
Je sais pas, voilà, moi je me sens bien. 예, J'ai 아직, l'impression d'être là depuis longtemps. 뽀뽀에 관련해서는 아직 시간이 많이 남아 있으니까 예, 아직 한 며칠 정도, 한 내일까지는 아마 한 번 정도는 받으실 수 있을 것 같아요. 예, Très bonne idée. Voilà un très bon programme. 작가가 되겠다고 생각하신 건 언제고 그 동기는 어떤 거였어요? Ah, c'est étonnant comme question. Parce que je crois pas qu'on décide vraiment de devenir écrivain. Et je crois pas qu'on ait une motivation réfléchie ou pensée ou prédestinée à écrire. Moi, j'étais pas du tout issu d'une famille littéraire. J'ai très peu lu dans mon adolescence. Et à l'âge de 16 ans, c'est marrant parce que je m'écoute en même temps en coréen, c'est sympa. Je peux apprendre le coréen. À l'âge de 16 ans, j'ai eu une grave maladie. J'ai passé de nombreux mois à l'hôpital. J'étais vraiment très gravement malade. Et c'est vrai que ça a changé ma vie. Et je sais que quelque chose s'est passé à ce moment-là. Et je me suis mis à aimer la peinture, la musique. J'ai fait des études de musique. Je me suis mis à lire énormément. Et puis j'ai commencé à m'exprimer à travers les mots. J'écrivais beaucoup de lettres. J'étais du genre à écrire de longues déclarations. 주로 편지의 내용이 연애 편지셨다고 들었는데. Oui, c'est vrai. Non, mais j'ai commencé beaucoup en écrivant des lettres et puis après en écrivant des nouvelles, des fictions. Mais je pensais vraiment pas que ma vie ça serait de devenir écrivain. C'est devenu une obsession progressive. Je n'arrivais plus vraiment à m'empêcher d'écrire chaque jour sans penser que ça serait que tout cela aurait une destination de vie, d'emploi même. Et j'adorais écrire. J'ai trouvé ça toujours très sensuel, le rapport au mot, à la littérature. Et puis voilà, j'ai inventé des histoires, des personnages. J'ai écrit de nombreux romans que j'ai jamais vraiment montrés à personne, ni même envoyés aux éditeurs. Et puis un jour, à 25 ans, j'ai envoyé un roman à la maison d'édition Gallimard. Et j'ai été publié. Et c'est quand le livre a été imprimé que je me suis dit, tiens, je suis peut-être écrivain. Mais j'en étais pas vraiment sûr. 연애 편지와 소설에 공통점 같은 게 있을까요? Disons que le point commun, ça serait le fantasme. L'idée de fantasmer sa vie. Moi, j'adore inventer des histoires et souvent, les romans me permettent vraiment de m'échapper d'une forme de réalité, tout en essayant paradoxalement de la comprendre, cette réalité. Bon, après, je pense que le premier rapport aux mots, c'était un rapport que je destinais forcément à quelqu'un. Je ne m'adressais pas pour la fiction ou pour moi-même ou pour inventer des histoires. C'est vrai que j'ai commencé beaucoup. On va croire que j'ai écrit plein de lettres, mais j'en ai pas écrit tant que ça. En tout cas, ça marchait pas du tout, hein. Peut-être que si j'avais été plus heureux, je serais pas devenu écrivain, quoi. Mais je serais devenu dentiste. 연애의 실패가 사람을 작가로 만드는 경우가 많이 있는 것 같아요. Ah, on sent que c'est une question, c'est une réflexion un peu autobiographique. 다음 질문하겠습니다. 아까
내 안의 에로틱한 잠재력이라는 소설이 자전적인 내용을 담고 있지는 않다고 하셨는데 그렇다고 한다면 주로 소설 쓸 때 어디에서 영감을 얻으세요? Alors, c'est un livre que j'ai écrit il y a plus de 10 ans. Donc, moi, je me sens assez loin de ce livre parce que mes premiers livres sont très, très absurdes, un peu fous. Et je me sens plus proche de mes derniers romans qui sont plus ancrés dans la réalité, peut-être plus profonds. Et donc, cette histoire-là était une histoire d'un collectionneur un peu fou qui passait son temps à collectionner plein de choses. Et puis, un jour, il tombait profondément amoureux d'une femme. Et il arrêtait les collections. Parce que les collections, finalement, c'était un besoin d'affection. Et il pensait être guéri jusqu'au moment où il se met à collectionner sa femme. J'aimais bien cette idée un peu poétique d'un homme qui aime tellement un geste de sa femme au point que d'une manière obsessionnelle, il a envie qu'elle le reproduise tout le temps. C'est un livre essentiellement comique. Enfin, pour ceux qui trouvent ça drôle. Et le titre était aussi une façon un peu de me, pas de me moquer, mais d'avoir une forme d'ironie sur ce qu'on appelle l'autofiction, c'est-à-dire les livres où il y a eu une grande tendance, où on parlait de soi, de sa femme, de sa vie, de ses problèmes. Et c'est pour ça que on avait mis un bandeau à l'époque avec marqué roman non autobiographique. Ah. Non pas que ma femme de l'époque n'était pas dotée d'un certain potentiel. 잠재력이 굉장히 넘치는 아내분. Et c'était un livre assez voilà, je m'amusais avec la forme, avec la poésie. C'était un livre qui était qui partait d'une phrase d'Aragon. Alors pardon pour la traduction, c'est pas très sympa de faire des citations pour les traductions, mais en gros c'est une phrase qui dit: en vain la dictature, en vain la raison me dénonce la dictature de la sensualité. J'aimais bien cette expression de dictature de la sensualité. 관음은 좀 Oui. 강압적인 걸까요? Ah, dictature de la sensualité? Non, pas du tout. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'on soit soumis finalement d'une manière totalitaire et majeure dans notre vie à nos désirs, à nos pulsions sensuelles, et qu'on ne puisse pas vraiment maîtriser ça. C'est le thème qui prédomine tous mes livres. La prédominance du corps sur l'esprit. C'est le thème central de la délicatesse aussi, où une femme, après avoir vécu un deuil et qui s'était complètement enfermée, embrassait subitement le premier inconnu venu, sans comprendre pourquoi, comme une pulsion de survie. Son corps l'a poussée à réagir comme ça. Et elle embrassait un Suédois complètement improbable. Mais pour elle, ce baiser n'était pas du tout conscient. Mais pour lui, c'était vraiment le plus beau jour de sa vie. 다시 한번 그 부드러운 키스를 받을 기회가 생기는 것 같네요. 네. Ah oui, tu crois que c'était encore... Non, mais c'est vrai que on voit, même quand on voit le film, on voit subitement Audrey Tautou embrasser le premier homme qui passe par là. Oui, c'est vrai que ça peut donner des idées, quoi. Mais c'est un film. 네.
저도 글을 쓰고 있으니까 글을 쓰는 작업에 대해서 좀 묻고 싶은데요. 따로 글을 쓰는 장소가 있으세요? Non. À vrai dire, je sais pas comment c'est pour toi, mais il y a des écrivains, voilà, qui aiment bien avoir un lieu précis où ils ont leur repère, leur marque. Moi, je voyage énormément et c'est un moment très propice pour moi à l'écriture. J'adore être ailleurs. J'adore me déconnecter, me déraciner du quotidien, de ma vie. Donc, j'écris, par exemple, ce matin, là, je suis à l'hôtel Ramada, j'ai écrit toute la matinée. Je me suis levé à 6 heures, j'ai écrit à l'hôtel, j'ai écrit dans l'avion pour venir, j'ai écrit dans les trains. Et puis pour moi, écrire n'est pas délimité par des horaires. Quand on est dans un roman, on est obsédé par un roman, on y pense. Il y a toujours une partie de notre tête comme une sorte de vie parallèle, hein, d'infidélité à notre quotidien. Et donc j'écris un peu tout le temps et partout. 보통 한 번 글을 쓰게 되시면 어느 정도나 쓰시나요? À combien ça dure? Ça dépend. Moi, j'ai fait. Il ne peut pas avoir de comment dire de mesures précises. J'ai écrit 12 livres et chacun était différent. C'est comme une histoire qu'on vit avec quelqu'un. Il n'y a pas de. Elle a son propre rythme, sa propre énergie. La délicatesse, qui a été vraiment un gros succès en France, c'est le livre que j'ai écrit le plus rapidement. Et Les Nonnes, c'est un livre qui est basé sur c'est une vraie biographie. Tous les faits sont vrais. Donc j'ai travaillé pendant des mois et des mois pour être au plus juste par rapport à ce que John Lennon aurait pu vivre et ressentir. Donc ce livre-là m'a pris beaucoup de temps. Mais je pense que c'est impossible de mesurer le temps d'un livre parce que il arrive que, d'une manière un peu étrange, les livres s'écrivent avant même qu'on les commence. Je crois beaucoup en l'inconscient. Ça peut aussi arriver avec les personnes. On dit souvent qu'on a l'impression de déjà connaître une personne. C'est comme si, d'une manière un peu étrange, elle existait avant même d'apparaître. 자연스럽게 시작인 키스 이야기로 넘어가게 되는 것 같아요. 이 책을 읽고 많은 독자들이 위로를 받았다는 리뷰를 남겼는데 어떠세요? Une très bonne quoi, pardon? Consolation? Ah. Vous êtes très doux. Consolation, c'est beau. 처음에 이 소설을 쓰실 때 의도했던 건 독자들이 어떤 걸 느끼길 바라셨나요? 혹시 그런 게 있으셨나요? Non, mais j'aime bien, hein. Moi, je veux bien vous consoler. Vous n'avez pas l'air déprimé, mais c'est un beau mot, la consolation. C'est vrai, hein? La consolation. À vrai dire, je ne suis pas obsédé par mes intentions. Je ne décide pas forcément du chemin émotionnel que je voudrais emprunter ou que j'espère chez le lecteur. C'est assez. Je pense que c'est la force des mots, de l'écriture, qui doit imposer finalement son propre effet. Je sais pas ce que je cherche. Est-ce que je cherche une forme d'émotion? Est-ce que je cherche le plaisir littéraire du lecteur avec l'envie que il trouve les phrases poétiques ou belles ou intéressantes? Est-ce que je cherche le rire? C'est possible aussi. La délicatesse, c'est un livre un peu particulier dans sa forme en plus. C'est une histoire assez simple et en même temps, je me suis beaucoup amusé avec la forme. Il y a des recettes de cuisine dedans, des résultats de matchs de football. Peut-être des évocations de tableaux que j'aime, de peintures, de films, de musique.
Alors, c'est aussi un livre assez informatif, hein, finalement. Je pense que tout cela mélangé, j'ai l'impression qu'il s'en dégage, enfin j'espère qu'il s'en dégage une forme de délicatesse. C'est le premier livre que j'ai écrit entièrement avec le titre en tête. Le mot en permanence en tête, comme une forme d'obsession. Alors j'aimerais bien l'idée qu'on puisse en retirer cette forme de délicatesse. On me dit beaucoup ça avec le film, que le film est délicat. Les images sont délicates, les détails sont délicats. Mais c'est vrai que la délicatesse, c'est un peu la cousine de la consolation. Parce que la consolation, moi j'imagine ça comme la version douce de la tristesse. Et la délicatesse pourrait être la version douce de l'émerveillement ou d'une forme de joie. 오래전에 문학을 공부했을 때 문학이란 거는 결국엔 말로 설명될 수 없는 것들을 어떤 식으로든 윤곽을 그리는 작업이라는 생각을 했었습니다. 그런 의미에서 이 소설을 이해해 보면 좋을 것 같네요. 네, 조금 다른 이야기인데 마르퀴스는 스웨덴 사람으로 나오거든요. 스웨덴 사람이란 거는 어떤 인상의 사람들을 뜻하는 건가요? 혹은 그렇게 국적을 정하신 이유가 있나요? Ah, moi j'adore utiliser la géographie et même comme adjectif. C'est marrant parce que je trouve que ça a une grande force parce que chaque pays véhicule des clichés et chaque personne a un rapport aussi par rapport à une nationalité. Par exemple, la première phrase de la délicatesse, c'est Nathalie était plutôt discrète, une sorte de féminité suisse. Alors, tout le monde me demande, mais c'est quoi la féminité suisse? Mais j'aime bien que chacun, finalement, dans cet adjectif, puisse y mettre sa propre vision de la Suisse. Et donc, j'utilise beaucoup la géographie dans mes romans. Et donc, je m'amuse avec les clichés. Donc, je m'amuse avec les clichés suédois, en disant que tous les Suédois sont dépressifs et déprimants. Et j'avais surtout envie que l'action se passe dans une entreprise suédoise. J'avais envie que l'action se passe dans une entreprise suédoise. Alors, je me moque beaucoup des Suédois. En toute sympathie, évidemment. Mais c'est vrai que dans le film, à un moment donné, elle lui demande pourquoi avez-vous quitté la Suède? Et il répond, la vraie question est de savoir pourquoi il y a des Suédois qui restent en Suède. Bon, moi, c'était juste pour m'amuser, hein. Mais ils n'ont pas vraiment ri en Suède. Non, j'ai même été assez critiqué. Je pensais que j'allais faire un énorme succès en Suède. Parce que vraiment, je me moque tellement d'eux. Mais je me suis rendu compte que c'était un peu trop. 나중에 한국에 관련된 소설을 쓰게 되시면 그게 참 기대가 되네요. Oui. Ça s'appellera la consolation. Il y a pratiquement les lettres de la consolation dans Séoul. 원래 영화에 관심 많으셨나요? Beaucoup d'intérêt dans le cinéma, oui. Bah écoutez, j'ai réalisé un film, donc La Délicatesse. À vrai dire, avec mon frère, on avait déjà fait un court-métrage et on a travaillé sur un long-métrage qui ne s'était pas fait à l'époque. Et
Moi, j'avais pas du tout pour ambition, pour envie de réaliser un film qui soit lié à un de mes romans. C'était vraiment la dernière chose que je voulais faire. Mais mon frère m'a convaincu en lisant La Délicatesse que on y trouverait finalement tout ce qu'on avait envie de filmer. C'est-à-dire une belle actrice, et puis des situations finalement à la fois émouvantes et drôles. Et c'est vrai que c'était un sujet très riche. Et moi, j'ai senti pour la première fois, quand j'ai fini ce livre, une envie très forte de ne pas quitter mes personnages. À chaque fois que je finissais un roman, j'avais envie de passer à autre chose. Et là, pour la première fois, j'avais le sentiment de ne pas avoir fini mon histoire avec cette histoire, et j'avais envie de réinventer, de créer d'autres choses. C'est quelque chose que je n'ai pas ressenti pour d'autres romans. J'ai d'autres livres qui vont devenir des films, mais je ne m'en occupe pas. Donc les films seront forcément moins bons, quoi. Mais bon, faut donner un peu de travail aux autres, hein, vous savez. Et puis on prépare un autre film avec mon frère. On devait tourner un film là qui se fait pas, donc on va réfléchir à un autre projet. Mais moi je me sens profondément écrivain. Mais tous les 3 ans ou 4 ans, travailler avec mon frère et puis travailler avec beaucoup de monde. Bon, c'est passionnant. Hein. Moi, la vie d'écriture, ça, c'est quand même très solitaire. Même si je voyage et que je rencontre des gens, les heures passées à écrire sont solitaires et j'adore ça. Mais avoir la chance de pouvoir travailler avec une actrice comme Audrey Tautou, l'avoir travaillé, ou moi j'ai demandé à ma musicienne préférée de faire la musique du film. Ça reste des expériences très fortes artistiquement, de pouvoir travailler avec d'autres personnes. Et puis le luxe d'être écrivain, c'est aussi de ne pas être dans la nécessité de faire des films. Je ferai un film que si je suis obsédé par un sujet, que si je suis capable de passer 3 ans à réfléchir aux moindres détails. Et je pourrais faire un film ici, hein, à Séoul. 직접 시나리오 작업을 하신 걸로 알고 있는데, 소설 작업과 차이점이 있다고 하면 어떤 걸까요? Oui, alors, non, la différence avec l'écriture de romans, ce n'est pas du tout comparable. Il faut exprimer à travers les scènes toute la psychologie, essayer de faire comprendre la psychologie des personnages à travers des dialogues, à travers des situations, alors qu'un roman, nous avons tout le temps et toute l'énergie d'aller dans la profondeur, dans les mots, dans la finesse. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est les deux sont évidemment le fait de raconter des histoires, mais c'est pas de la même énergie, ça n'a vraiment rien à voir. Étrangement, parfois quand on lit mes romans, on me dit que c'est très visuel, ce qui me paraît assez normal. Je pense que quand on écrit, il faut avoir cette force d'évocation. Mais j'aime écrire des scènes, j'aime écrire des situations. Et peut-être que j'ai été très inspiré par le cinéma dans mes romans, notamment par le réalisateur français François Truffaut, qui a été une grande inspiration pour moi. Et c'est un réalisateur d'ailleurs très, très littéraire. Et je pense que j'ai réalisé mon film comme un écrivain, à la façon d'un écrivain. Je pense que mon film est très littéraire. Par son rythme, une forme de lenteur aussi. Et la façon de filmer aussi. Certaines scènes sont pensées comme des structures de phrases avec une forme de longueur. Mais bon.
형님 되시는 분하고 함께 감독을 하셨는데 뭐 특이한 에피소드 같은 게 있었나요? Oui. Des anecdotes assez spéciales. Bah écoutez, j'en ai plein. Hein. On peut se faire une petite soirée anecdote. Hein. Au Ramadan, on se fait ça, on se fait une soirée. Non, oui, non, mais vous savez, j'en ai tellement. Alors, je pourrais vous raconter des anecdotes drôles, des anecdotes tristes. Je vais vous raconter une anecdote assez forte, très émouvante, qui a beaucoup marqué l'histoire de ce film. Comme tout à l'heure, je disais qu'il y a des choses qui sont étranges, qui ont une force, qui nous dépasse. Moi, j'avais la certitude absolue, en commençant le projet du film, que la chanteuse Émilie Simon serait la musicienne idéale pour faire la musique de ce film. Dans plein d'interviews, depuis des années, il m'est arrivé de dire que c'était ma musicienne préférée. En tout cas, que j'aimais son travail, que je trouvais à la fois très poétique, très inventif, et j'étais vraiment, mais alors d'une manière complètement obsessionnelle, toujours en train de parler d'elle. Et les producteurs et mon frère disaient mais attends, on va pas contacter la musicienne, on n'a même pas encore les acteurs, on n'a pas le financement du film. Et une fois qu'on a eu l'accord d'Audrey Tautou, j'ai dit au producteur on va enfin pouvoir contacter Émilie Simon. Et moi c'est quelqu'un que j'écoute mais dont je connaissais pas du tout la vie. Et elle vit à ce moment-là à New York, on me donne son adresse, je lui ai écrit une très longue lettre en lui disant que voilà, je veux à tout prix qu'elle fasse la musique de notre film. J'envoie le scénario, j'envoie le roman. Et je parle tellement d'elle qu'au bout d'un moment, quelqu'un qui travaille dans la musique me parle d'elle et me dit mais tu sais, Émilie Simon, son fiancé est mort. Et l'histoire de la délicatesse, c'est l'histoire d'une jeune femme qui perd son fiancé. Donc j'étais à la fois bouleversé par cette information et en même temps, j'avais tellement déjà dit que c'était ma musicienne préférée bien avant qu'elle ne pouvait pas y voir une sorte d'opportunisme morbide ou quelque chose comme ça. Et il se trouve que au moment où Émilie Simon a reçu le livre, le scénario, c'était un moment de sa vie où elle essayait d'écrire des chansons hommages, de faire un album hommage. Il faut savoir que aussi que donc ça a été une relation très très forte et notamment quelque chose de complètement perturbant, c'est que le fiancé d'Émilie qui est décédé s'appelait François. Et la délicatesse, c'est l'histoire d'une jeune femme qui perd un fiancé qui s'appelle François. Et le livre est sorti au mois d'août 2009, précisément au moment de la mort de son compagnon. Donc on a été tous les deux très perturbés. Il se trouve qu'en plus, Émilie Simon est une petite brune avec une queue de cheval, et donc elle s'est complètement identifiée aussi à Audrey Tautou. Et elle est finalement venue sur le tournage. Et là, on avait tous des t-shirts Émilie Simon. Elle a vu que tout le monde l'attendait, qu'elle faisait partie vraiment d'une manière complètement forte du projet. Et elle, en fait, elle nous a expliqué qu'elle voulait faire un album et du coup, elle a utilisé notre film pour faire ses chansons hommages. Bon, alors après, ça a été une relation très forte forcément avec elle, assez fusionnelle pendant quelques mois et la force complètement hallucinante de la musique du film vient de toute cette étrangeté que nous avons vécue. Ça a été moi je me permets de vous raconter tout ça parce que elle l'a dit en interview puisqu'elle a sorti l'album du film où je pense qu'elle a pu exprimer sa douleur à travers notre film. Donc j'avais le sentiment parfois que tout le monde se retrouvait sur ce projet de manière un peu étrange. Chacun y trouvait des choses très fortes et assez personnelles. Alors je voudrais plus vous raconter des anecdotes très drôles, hein,
Parce que franchement, l'acteur principal, c'est sûrement, c'est quelqu'un d'extrêmement connu en France. C'est un acteur incroyablement fou et drôle. Et tourner avec lui, c'est assez sportif. Avec Audrey Tautou, ils s'entendaient vraiment très très bien. 그 다음 영화를 준비 중이라고 하셨는데 어떤 내용인지 혹시 들어볼 수 있을까요? Oui. C'est l'histoire, je vous l'ai dit, elle s'appelle La Consolation. C'est l'histoire d'un Français qui marche un peu comme ça, d'une manière un peu désespérée dans les rues de Séoul. Et il rencontre l'amour, quoi. Non, je dois vous dire qu'on devait réaliser un film donc on réfléchit à de nouveaux projets. Mais étonnamment, mon frère et moi, on parlait d'aller tourner dans une autre ville. On n'a pas cité Séoul, hein, je dois avouer, mais je trouve qu'il y a toujours une grande force. Il y a beaucoup de réalisateurs qui vont filmer comme ça à l'étranger. Quand j'étais à New York, justement pour la sortie de La Délicatesse, il y avait Cédric Lapiche qui tournait le 3e volet de Auberge espagnole, après avoir fait un film à Barcelone, un film à Saint-Pétersbourg. Il tournait à New York. Et l'étranger vous permet vraiment de vous régénérer complètement. Parce que moi, j'ai tourné La Délicatesse essentiellement dans mon quartier. C'était le côté pratique pour rentrer chez moi après. 제가 준비한 마지막 질문입니다. 한국의 독자분들에게 하실 말씀이 있다면 어떤 건지 좀 들어보고 싶습니다. Mais pas un mot, mais beaucoup. Non, je dois avouer que j'ai une chance inouïe que je trouve complètement d'ailleurs tellement surprenante, mais je suis traduit pratiquement dans le monde entier. Et donc j'ai pas un mot pour chaque pays, pour chaque lecteur. Ça me touche profondément d'avoir la chance d'être traduit, de me dire que les histoires que je peux écrire, bon après être traduit ça veut pas dire avoir du succès, hein, j'ai plein de pays où ça marche pas du tout, mais je trouve ça émouvant de se dire qu'une histoire écrite par un auteur français finalement a la chance de pouvoir toucher des cultures, des vies complètement différentes. Et quelque part, c'est ce qui est peut-être le plus important dans ce que j'essaie d'exprimer. C'est à la fois, mes livres sont à la fois très français et en même temps ont une forme peut-être d'émotivité qu'on peut tous partager, quoi. Enfin, je dis ça, il y a beaucoup de jeux de mots dans mes livres et les traducteurs deviennent fous, quoi. Mais ça, c'est assez marrant. Il y a plein de choses qu'on peut pas traduire. En tout cas, moi je suis content d'avoir des lecteurs coréens. J'en ai moins que Bernard Werber. Ça m'énerve un peu. Mais j'ai plus de cheveux que lui. 혹시 여기 와 계신 분들 중에서 C'est un copain. 작가분께 지금 궁금하신 점 네. 작가분께 궁금하신 점이 있으신 분은 지금 물어보시면 좋을 것 같은데요. 예. 없으면 처음부터 다시 질문을 제가. Ah, il y a une question là-bas. C'est la première fois où vraiment j'écoute toute la traduction en même temps. C'est très doux. 우선 제가 아는 소설가들은 시인보다 말을 적게 하는 것이 미덕이라고 생각하는데 작가분이 재밌는 이야기를 많이 해주셔서 상당히 흥미로웠습니다. 감사합니다. 제 질문은 그 시작은 키스가 자전적인 작품은 아니라고 들었는데 사실은 작품이 작가를 반영할 수밖에 없다고 생각하거든요. 예를 들면 한 배우가 어떤 가상의 인물을 연기할 때 그게 가상의 인물이라 하더라도 결국은
그 배우의 캐릭터가 드러날 수밖에 없는데 사실은 작품에서 역시 작가의 캐릭터가 드러날 수밖에 없다고 생각하는데 이 시작은 키스라는 이 작품에서 작가의 캐릭터가 어떻게 드러나고 있는지 작가 본인이 얘기할 수 있는지 궁금합니다. Ça c'est intéressant aussi. Au fond, c'est sûrement la question la plus difficile parce que moi j'écris de la fiction, j'invente des histoires et en même temps je pense qu'en lisant mes livres j'y suis entièrement dans ma personnalité, dans ce que je peux éprouver, dans ce que je peux ressentir, dans les œuvres que je cite. Donc je suis à la fois nulle part et partout. Je me sens aussi bien proche du suédois très maladroit et finalement très drôle que dans Nathalie aussi. Je pense qu'il faut quand même une grande part de féminité pour écrire. Donc au fond, je trouve ça plus intéressant parfois d'écrire des romans où on peut mettre des choses personnelles, plus intéressant que finalement l'autobiographie pure. Cela dit, il y a des autobiographies formidables. Hein. Je raconterai peut-être mon voyage à Séoul. Mais par exemple, le livre que j'ai écrit sur John Lennon, c'est John Lennon qui raconte sa vie. Étrangement, j'y ai mis énormément de choses personnelles. Parce que j'ai développé les thèmes chez lui qui m'intéressaient. Le rapport à la création, le rapport à l'enfance, le rapport à l'amour idéal. J'ai dit parfois que la biographie de Lennon était mon livre autobiographique. Là, on a cru que j'avais un ego surdimensionné. Mais il fallait le prendre d'une manière très... je sais pas comment d'ailleurs. 혹시 다른 질문 또 있으신 분 있나요? Là-bas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coréenne? Non. Française. Vous parlez bien français hein, pour une coréenne. Merveilleusement. Lorsque vous écrivez, vous parliez de rapport à la création. Est-ce que les personnages, les situations surgissent et il vous faut les coucher sur le papier? Ou est-ce que c'est en écrivant et dans l'écriture et dans les mots que vous allez nourrir en fait la suite de votre œuvre? Comment ça fonctionne? Alors, c'est souvent en écrivant. C'est étonnant parce que moi, on me considère comme un écrivain avec beaucoup d'imagination. Mais si je suis pas en train d'écrire, je n'ai pas d'imagination. Il y a longtemps, j'avais travaillé pour une série télé et tous les scénaristes étaient autour de la table. Et moi, j'avais aucune idée. Alors que mes romans ont plein d'idées, et ils pensaient que j'étais une sorte d'arnaque. Mais c'est intéressant, ouais, parce que vraiment, moi, c'est quand je suis vraiment dans les mots et alors tout vient. La délicatesse, j'ai vraiment écrit comme ça. J'ai vu cette histoire de baiser. Et puis après, de fil en aiguille, je me dis, mais pourquoi elle l'embrasse? Qui est-elle? Et puis après, elle embrasse qui? Et ça se passe où? En fait, j'écris comme des poupées russes. Je pars de la plus petite et puis finalement... Mais c'est étonnant, tiens, c'est vrai. On m'a jamais posé cette question. 글을 쓰는 사람에게 중요한 조건은 어떤 게 있을까요? 이건 제가 개인적으로 궁금해서 물어보는 거거든요. Les conditions importantes, c'est-à-dire 그걸 품성이라고 할 수도 있을 거고, 어떤 성격이라든가 재능이라고 할 수도 있을 거고. J'ai cru que vous parliez des conditions matérielles. Donc c'est pas vraiment les conditions, c'est les qualités essentielles.
Je pense qu'il faut avant tout avoir vraiment une forme de particularité. Qu'elle touche ou qu'elle touche pas. Moi, ça me dérange pas du tout qu'on n'aime pas mes livres. Ou, enfin, je préfère qu'on les aime. Hein. Mais l'essentiel, c'est d'avoir une vision des choses, une vraie particularité. Ce qui m'intéresse, enfin moi, quand je me suis mis à écrire, évidemment, j'ai eu beaucoup d'écrivains qui m'ont influencé. Mais c'était d'aller explorer quelque chose, un type d'humour, de situation. C'est pareil pour notre film. J'ai aucun souci avec l'idée qu'on puisse ne pas l'aimer ou qu'on puisse. Mais je voulais qu'il soit particulier. Après, je pense que pour écrire, il faut avoir une forme très forte de liberté. Et puis, il faut avoir un rapport à la sensualité et à la vieillesse aussi. Et puis, boire beaucoup d'eau le matin. 물은 정말 중요하니까요. 저작권 질문. Oui. Ah oui. 네, 안녕하세요. 예, 지금 작가님께서 그 작가가 가질 수 있는 어떤 조건들에 대해서 말씀하셨는데, 저는 그런 것들을 저도 가지고 있다고 생각하는데, 저도 그리고. Oh là là, vous êtes sûr? Vous êtes très libre. 그러나 저는 절대 글을 쓰지 않겠다고 말을 합니다. 왜냐하면 실현도 했고요. 누군가와 얘기를 하고 싶지만 누구와도 소통할 수 없다고 믿고 있어요. 그리고 나의 이야기를 누구도 좋아하지 않을 것 같아요. Oui, oui, vous pouvez devenir écrivain. On la connaît pas, votre histoire, je peux pas vous le dire. Mais... Moi, de mon point de vue, quand on veut écrire ou quand on ne se pose même pas la question de savoir si l'histoire a un intérêt ou pas, ou ce que j'ai à dire a une force ou pas. Dans un premier temps, c'est une nécessité physique. 글쎄, 저는 보통 작가분들이 독자들이 나중에 이 책을 읽었을 때 어떻게 반응할 것인지를 분명히 예상하고 쓰실 거라고 생각하거든요. 근데 저는 pas avant d'être publié. Mais en tout cas, prévoit la vision que les gens vont avoir de ce qu'on écrit. Mais il faut pas s'encombrer de ça. Rentrez chez vous et allez écrire. Qu'est-ce que vous faites là d'abord? 근데 저는 학생을 가르치고 있는데요. Non, mais c'était de l'humour, mais avec la traduction, enseigner aux étudiants, bon bah très bien. 감사합니다. Alors chacun va nous dire ce qu'il fait maintenant. 그래서 아무튼 Non, mais en tout cas, apparemment cette question vous obsède et il faut à un moment donné, il faut arrêter de réfléchir et se confronter à l'écriture. Et vous verrez si vous devez poursuivre ou arrêter.
Mais ne vous posez pas de questions avant. 일단 쓰고는 있는데요. 누가 다른 사람이 읽으면 그걸 굉장히 비난할 것 같아서 공개할 수가 없어요. 공개하기가 두려워요. 비난받을 것 같아서. Oui, je comprends. Je comprends parce que j'ai éprouvé ça. Moi, avant de publier, je n'ai jamais dit que j'écrivais. Personne n'avait lu autour de moi quoi que ce soit. Et pas forcément par pudeur, mais par gêne ou par peur. Et ça a été très surprenant la première fois quand j'ai publié le livre et que finalement tout le monde pouvait le lire. Mais heureusement, j'ai pas eu trop de succès. 감사합니다. 네, 앞쪽 분. 제가 생각하기에는요, 보통 글을 쓰는 분들한테는 자신의 일생을 관통하는 어떤 일관된 화두가 있을 것 같은데 혹시 그런 것들이 있다면 어떤 것이고 또 특별히 어떤 글에 대한 소재를 어디서 얻으시는지 뭐 그냥 일상에서 생각날 때 갑자기 하는지 어쨌든 그 소재가 좀 큰 것이어야 이 이야기를 충분히 발전시킬 수 있을 거라고 생각하거든요. 그래서 첫 번째는 화두, 두 번째는 그 소재를 어디서 얻으시는지. 네. Bah, écoutez, moi c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai écrit 12 romans et ce n'était pas forcément conscient, mais je me suis rendu compte que le thème principal, vraiment très récurrent, c'était la prédominance du corps. C'est un thème qui me fascine si on décortique finalement toutes les parties de nos vies qui sont pas maîtrisées, qui sont pas liées à des réflexions ou à des choix. Je trouve ça très intéressant. Ne serait-ce que nos goûts alimentaires, pourquoi on aime tel parfum et pas... Je trouve ça, finalement, on est soumis à des choses qui sont hasardeuses, qui sont des décisions des acceptations, pas de notre corps. C'est pareil pour les chagrins d'amour. On a beau être complètement velléitaire ou actif dans notre façon de vouloir nous en remettre. C'est le corps qui décide quand la douleur finalement s'échappe enfin. On est soumis en permanence à cette temporalité du corps. Même les goûts musicaux. C'est vraiment pourquoi? Alors peut-être parce que moi j'ai été soumis, moi j'ai été modifié intégralement par une manifestation de mon corps avec cette maladie. Sûrement. Je reviendrai faire un bilan de mon œuvre et de ma vie dans 25 ans à Séoul. Et Qu'est-ce que vous avez dit? Ah oui, je pense qu'il n'y a pas de limite de temps à la consolation. C'est vrai. On va appeler ça comme ça. Une consolation qui ne finit jamais. L'homme inconsolable. Non, là, ça devient un moyen. Franchement, j'adore ce mot. Je pense que c'est ce que je vais retirer des 4 jours. Mais j'espère que ça n'a pas été déjà appris. Amélie Nothomb, elle est du genre à avoir mis consolation quelque part. Consolation des corps ou hygiène de la consolation. La conjuration des imbéciles. La consolation des imbéciles. Ouais. Bon, on va trouver. On va se faire une petite réunion après, pendant le cocktail. Hein, on va chercher un titre. Et la consolation, c'est beau. Hein. Mais moi, je peux pas l'écrire en fait.
Je peux pas, après la délicatesse, je peux pas me permettre de faire la consolation. Bonjour. Après, c'est à vous. Merci pour votre discussion. Est-ce qu'il y a en raison parce que vous aimez John Lennon, parce que vous avez écrit John Lennon? Oui. Et parce qu'il y a beaucoup de chanteurs. On peut pas passer un an sur un livre si on n'a pas une forme d'obsession pour un personnage. Moi, dans tous mes livres précédemment, d'ailleurs, je parlais de John Lennon, je tournais autour de John Lennon. Évidemment, moi, j'ai fait des études de musique, j'ai joué beaucoup les Beatles, j'ai toujours été fasciné par sa création, par sa poésie. C'est un des rares chanteurs qu'on peut considérer comme un chanteur autobiographique. La plupart de ses chansons et de ses paroles étaient personnelles, surtout dans la deuxième partie de sa carrière. Je trouvais que c'était très intéressant aussi tout ce qu'il exprimait. Et en même temps, c'est pas une biographie du tout musicale. Plus je découvrais sa vie, ses difficultés, plus ça m'intéressait d'en faire un personnage de roman. Le début du livre évoque assez longuement son enfance. L'enfance de John Lennon est d'une grande violence, une grande difficulté. Il a été abandonné par ses parents, et puis après, je vous raconte pas tous les détails, hein. Mais bon, il s'est rendu compte à l'âge de 15 ans que sa mère habitait vraiment à quelques pâtés de maison de chez lui. Elle a passé 10 ans sans le voir alors qu'elle habitait vraiment... et plein d'autres détails assez douloureux. Et au moment où il a renoué avec elle, elle est morte écrasée. Et j'ai trouvé ça très intéressant, le rapport entre une enfance abîmée et finalement la création. Au fond, un enfant qui a été abandonné, il le disait lui-même, il a dit j'ai tout fait pour prouver que je valais quelque chose. Et il l'a fait d'une manière atomique. Les années 50, dans l'Angleterre assez pauvre de Liverpool, à l'époque où finalement le seul terrain de création, l'ennui était tellement présent. Je trouve ça très intéressant aussi. Et puis après l'expérience de la célébrité d'une manière que personne ne connaîtra, à part Psy peut-être, mais ça a été démentiel. Et puis la souffrance, beaucoup de souffrance. Et c'est quelqu'un qui a fait tout et le contraire de tout. C'est très impressionnant dans sa vie. Si on lit sa vie, il a en permanence été traversé par des décisions et des émotions contradictoires. Avec sa première femme, elle était cachée. On n'avait pas le droit de la voir. Avec Yoko Ono, il faisait plus une seule apparition sans elle. Il a été jusqu'à poser nu sur une pochette d'album. Il a tenté... Tu veux que je redise ça? Avec sa première femme, Cynthia, elle était toujours cachée. Personne ne devait la voir. Alors que Yoko Ono, quand il l'a rencontrée, il ne faisait plus une seule apparition sans elle. Jusqu'à poser nus ensemble sur une pochette. 15 jours après le début de leur histoire. Il a, par exemple, tout essayé pour aller mieux. Il est allé en Inde. Les méditations par le silence. Et quand il est rentré, il a rencontré Arthur Janov, qui est un spécialiste qui préconisait le cri. De manière incessante, vraiment, tout est comme ça. Avec son premier fils, il a été horrible. Il le voyait pas, il l'a rejeté. Il a reproduit finalement le schéma qui était le sien. Et avec son second fils, il a carrément arrêté sa carrière pour s'occuper de lui. Et donc, quand on voit comme ça les allers-retours permanents, c'est une vie qui est très 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 fascinante. C'est une vie de souffrance. Ce qui est assez difficile avec ce qui est triste avec John Lennon, c'est qu'il a trouvé vraiment l'apaisement quelques mois avant de mourir, au moment où il revient enfin en 1980. Après, il y a plein de détails qui sont incroyables dans le livre, dans la vie de John Lennon. Moi, je trouve que évidemment,
l'histoire d'amour avec Yoko Ono, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Cette fusion totalitaire, absolue, complètement folle. Et même quand ils se sont séparés, pendant quelques mois, il était avec leur assistante personnelle. Et en fait, cette histoire d'amour était elle-même téléguidée par Yoko Ono. L'assistante racontait tous les soirs à Yoko. Enfin voilà, je crois que c'est un très bon livre surtout que j'ai écrit. Oui. Oui, bonjour. 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 Tout à l'heure, vous parliez un petit peu de votre obsession ou de ce qui vous faisait écrire et une certaine évidence. Une certaine quoi? Évidence. Et dans ce terme d'obsession et d'évidence, y a-t-il une obsession ou une évidence au jour d'aujourd'hui que vous n'avez pas approfondie? Vous êtes un petit peu frustré et dans ce cas-là, pardon. Et dans ce cas-là, oui, ça amènerait genre votre prochain ouvrage ou votre prochain exactement. film. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui... Oui, c'est... Il y a une ambiance ici. Non, c'est troublant parce que j'ai une obsession depuis très longtemps. D'abord, par rapport à des choses un peu... Enfin non, je vais pas rentrer... Enfin, par des choses un peu mystiques, j'ai toujours été intéressé par les vies antérieures ou des choses comme ça. Des sensations, en fait... Enfin, bon, bref. Ça n'a rien à voir, mais depuis des années, je parle d'une artiste. Je cherche des choses, en fait, qui sont un peu confuses. Et qui sont assez loin, finalement, de mon univers romanesque. Et donc, c'est marrant, votre question, parce que elle est liée à quelque chose que j'aurais pas encore fait et qui m'obsède depuis longtemps. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Vous avez déjà commencé, mais oui. Par rapport au parasite de la... Oui. Non, mais c'est vraiment ça. Il y a une artiste allemande, et donc je cherche autour, j'adore aller en Allemagne, il y a des artistes, je connais bien la littérature allemande, il y a des historiens d'art, il y a des choses qui m'attirent. Et donc ça fait plusieurs livres où je parle notamment d'une artiste qui s'appelle Charlotte Salomon, qui est une artiste allemande qui a fait une œuvre exceptionnelle, qui a laissé une œuvre exceptionnelle, picturale, autobiographique. Et j'ai mis des années à savoir comment j'avais le sentiment en fait d'une forme d'intuition avec son histoire, avec elle, ou cette période. Et enfin, je suis en train d'écrire le livre. J'ai compris comment le faire. Et dans tous mes romans, enfin dans plusieurs de mes romans, il est question d'un écrivain qui a écrit un livre sur la Seconde Guerre mondiale, ou sur la collaboration, ou sur des choses qui m'intéressent. Je faisais une mise en abîme de ce que je n'arrivais pas à faire. Mais bon, là, je crois que c'est bon. Ça va être magnifique. Puisque je l'ai écrit à Séoul. Hein. J'ai commencé, en tout cas. On verra. Hein. Peut-être que finalement... Bon, on verra. Je sais pas, tout ça, c'est assez incertain. Mais en tout cas... je pense que il faut attendre le bon moment. On le décide pas forcément. D'accord. C'est vrai. Je vais peut-être réussir enfin cette chose que j'ai toujours un peu ratée quand même. C'est comme les rencontres. C'est un des thèmes aussi, un peu comme ça dans cette histoire du bon moment. Dans la délicatesse, finalement, je m'amuse aussi avec ce thème-là. Parce que elle embrasse cet inconnu et puis je dis qu'il possède la qualité du bon moment. Il n'y peut rien lui, mais il arrive au bon moment dans la vie de Nathalie. Mais c'est une qualité d'arriver au bon moment dans la vie de quelqu'un. On est toujours en retard finalement. 네.
앞쪽 분. Je vous souhaite un grand succès en Corée. Merci. Et je voudrais savoir si... Vous avez des amis, de la famille Quel écrivain français vous préférez? Et si vous en avez, par quel écrivain vous êtes influencé? Ah, moi j'ai beaucoup d'écrivains qui ont été importants pour moi. Beaucoup la littérature russe, la littérature des pays de l'Est, hein, de Kundera à Gombrowicz, à Dostoïevski. Chez les Américains, Philip Roth, beaucoup. Dans la littérature française, il y a beaucoup d'écrivains. J'adore Albert Cohen, par exemple, qui est suisse, mais bon. Beaucoup d'écrivains ont une importance pour moi. Romain Gary. Je lis beaucoup mes contemporains aussi, parce que pour beaucoup d'auteurs, ce sont des gens que je connais, que je croise. Disons que pour moi, l'écrivain français majeur, en tout cas moi qui m'impressionne vraiment réellement, c'est Michel Houellebecq. Comme pour beaucoup de monde, c'est l'écrivain français le plus connu. Parfois, au tout départ, on aurait pu croire que c'était pour des raisons sulfureuses ou sa personnalité. Mais ces textes ont une dimension littéraire unique. Je pense que les grands écrivains, ce sont ceux qui empêchent un peu les autres d'écrire. Et Houellebecq a comment dire, il a mis son empreinte sur certains sujets d'une manière très forte. Et puis c'est stylistiquement magnifique. Mais il y a plein d'écrivains que j'aime bien. Bonsoir monsieur. En fait, je suis vraiment désolé d'être en retard ce soir. Et puis, c'est dommage parce que au début j'ai dit des choses passionnantes. Hein. Je pense que le meilleur de la conférence c'était au début. En plus, c'est encore pire moi je vous connaissais pas trop, donc moi. Dis donc, ça commence mal. Hein. Vous avez en retard, vous me connaissez pas? Oui. Attention, elle a intérêt à être bonne votre question. Hein. C'est très bien. Donc voilà, je vais regarder très rapidement votre biographie sur Internet, sur mon portable, de suite. Vous avez changé votre métier. En fait, première chose, vous étiez le professeur de musique, de guitare, c'est ça? Et puis après, vous allez me faire ma fiche Wikipédia. Oui, voilà. Donc, après, vous avez changé votre métier comme romancier. Donc, est-ce que vous avez quelques raisons pour changer votre métier Non, j'ai pas changé. J'ai fait des études de musique. J'ai donné beaucoup de cours. J'ai monté des groupes. J'ai joué beaucoup. J'ai pas changé de métier. C'est vrai qu'entre 15 ans et 25 ans, disons que j'ai cherché le moyen de m'exprimer, ça a été la musique, ça a été même la peinture à un moment donné. Puis finalement, les mots sont devenus de plus en plus importants, nécessaires, et puis au détriment de tout le reste. Je joue comme ça de la musique maintenant par plaisir, mais ça veut dire que j'ai pas changé de métier. Vous continuez la musique en ce moment toujours ou... Oui, vaguement. Ah d'accord, vous avez plein de talents alors. Oui, énorme. Et encore, vous savez pas tout. Okay. C'est super. Vous savez que ce que Wikipédia a dit. En fait, moi, je suis un compositeur et je donne les cours de la musique. Hein, et vous voulez écrire? Non, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de talent comme vous. Donc, voilà, dans ma vie, il y a écrit la musique. Mais avant, j'étais scientifique, mais j'ai changé mon métier. D'accord, c'est pour ça. Voilà. Ça suffit. Merci beaucoup. Merci à vous. 혹시 더 남은 질문 있으신 분? Oui, j'ai essayé de composer des chansons. J'en compose d'ailleurs parfois. J'ai un fils de 10 ans. Je vais composer des chansons. Pardon. Avez-vous déjà composé des chansons, des paroles? Oui. Les paroles, oui. Musique aussi.
Vous avez fait la musique. Paroles, oui, on m'a proposé. Oui. Mais je pense que je vais faire un groupe. Hein. La prochaine fois, je viendrai. C'est la fête de la musique aujourd'hui en plus. Donc la prochaine fois, je viendrai avec un groupe. Et puis une deuxième question, est-ce qu'il vous arrive d'être déçu, de ne pas finir un livre, ou d'être à moitié satisfait par la fin? Que je lis ou que j'aurais écrit? Que vous avez écrit. Est-ce qu'il vous arrive de pas finir, de pas trouver pas finir. Ça m'arrive, oui, parfois de partir sur une idée et de ne pas être capable de la mener jusqu'au bout ou d'être face à une impasse, bien sûr. Ça m'arrive. Parfois, je sens quelque chose, mais je n'ai pas l'issue, quoi. On bute très souvent. Après, quand je publie un livre, c'est que j'en suis quand même, en tout cas sur le moment, assez content. Mais après, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je me sens très éloigné de mes premiers livres. Je peux pas dire que je les aime pas, mais ils me correspondent plus vraiment. Mais déçu, c'est déjà assez difficile d'être soi. Si en plus fallait se décevoir, ça serait beaucoup quand même. 혹시 une question. Ah, c'est marrant aussi, hein, c'est étonnant. Hein. J'ai commencé un 3e livre là ce matin. Ouais. Et j'ai envoyé un mail d'ailleurs à Soledad. Ah oui, tiens, mon illustratrice qui est très connue, c'est Soledad Bravi. Et je lui ai dit, écoute, j'ai commencé une dernière histoire ce matin, je suis en Corée. Elle me dit, oh là là, tu es en Corée? J'adore les films d'horreur coréens. Je trouve ça très érotique quand ils massacrent. Ce qu'elle m'a dit. Bon. Pardon, je vous ai coupé. Non, il n'y a pas de souci. Mais je voulais savoir quelle était votre sensation par rapport à cette littérature qui est quand même différente de la littérature adulte. Est-ce que vous vous êtes senti proche de cette littérature ou est-ce que ça a été un exercice difficile? Parce que, on n'utilise pas les mêmes mots. Vous faites quoi ici en Corée? Vous êtes je suis instit. Ah, instit, d'accord. Écoutez, moi je dois vous avouer que dans un premier temps, le premier livre que j'ai publié, j'en ai publié 2. J'ai publié Le petit garçon qui disait toujours non et Le sol pleureur de bonne humeur. C'était une petite fille qui adorait les sols pleureurs, mais qui est tombée sur le seul sol pleureur de bonne humeur. Alors ça l'énervait. Mais Le petit garçon qui disait toujours non, c'est une histoire tout simplement que je racontais à mon fils. Je suis rentré aussi comme ça, par beauté à l'idée finalement de publier cette histoire que je lui racontais. Donc c'était assez personnel bizarrement. J'ai eu la chance d'avoir comme illustratrice Soledad Bravi, dont j'adore les dessins. Et ça fait peut-être 8 mois qu'elle me dit en faisant l'un un autre et je lui dis je sais pas, moi j'ai ma vie de romancier et je n'ai pas besoin de ça ni pour vivre ni pour il faut vraiment que j'ai une idée que je trouve excitante. Moi je lis beaucoup de livres pour enfants, j'en ai lu beaucoup pour mon fils notamment. J'adore ça, j'ai trop de respect pour ces livres-là pour publier comme ça. Donc pour moi c'est comme une récréation et en même temps je veux tout faire pour que ça soit bien. J'aime tellement voir les enfants lire ces livres-là, ce que vous devez voir, et il faut jamais avoir pour ambition d'être médiocre, mais encore moins que les enfants, je trouve. Les enfants sont très exigeants. Oui. Par rapport, ils attendent beaucoup de l'album et beaucoup du message. Donc pour ça. Moi, je trouve ça très intéressant avec les enfants, c'est qu'à la fois il faut être simple, et en même temps on peut se permettre beaucoup de complexité. C'est ça qui est intéressant. Moi, Le petit garçon qui disait toujours non, voilà, on comprend tout de suite l'histoire avec le titre. Et en même temps, je m'amuse avec un peu. Il va voir un spécialiste, une sorte de psychologue des comportements, enfin. Et puis finalement, il tombe amoureux et puis la fille lui dit est-ce que tu veux m'embrasser? Et pour la première fois, il va dire oui. Encore une histoire de baiser. 오늘 다들 준비를 하고 계신가요? 아, 혹시 또 다른 질문 있으면 예.
괜찮으시다면 질문을 하나 더 드리고 싶은데요. 아까 꽁솔라시옹에 대해서 이렇게 농담 삼아 말씀을 하셨는데 사실은 작가나 음악가 같은 그런 예술가들에게 있어서 사실은 꽁솔라시옹이 굉장히 중요한 의미를 갖는다는 개인적인 생각을 갖고 있는데 예를 들어서 작품을 만들 때 스트레스를 받을 때 어떻게 본인을 위로하시는지 궁금하네요. 그러니까 저 같은 경우는 제가 글을 쓸 때 막히면 저한테 상처를 준 많은 사람들이 갑자기 떠올라서 저를 다시 괴롭히거든요. 그럴 땐 어떻게 꽁솔라시옹을 하시는지 궁금합니다. Moi, je vais sur Facebook lire mes messages d'amour. Mais, enfin, l'écriture, c'est pas un paradoxe, mais l'écriture, c'est à la fois quelque chose qui peut être déroutant, difficile par moments, déstabilisant, et en même temps, c'est une richesse inouïe. Quand on a la force quand on a cette vie-là, cette richesse intérieure, on peut aller s'enfouir complètement, s'extraire de tout. C'est à la fois quelque chose qui peut être, je vais pas dire une souffrance parce que pas du tout, mais de l'ordre de la difficulté et en même temps un pansement incroyable. Moi, ça m'offre une telle densité que parfois le monde peut se suffire à ça. 네, 마지막 질문 하나만 받겠습니다. Là, vous vouliez poser une question, on la connaîtra jamais, quoi. Si je vous ai vu plusieurs fois, Amélie Poulain? Ah. Non, mais parce qu'Amélie Poulain, avec Audrey Tautou, on m'en parle souvent. Hein. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'articles du film qui disaient quand Amélie devient Nathalie. Bon, j'ai fait moins d'entrées que Jeunet, mais... Non, j'ai Amélie Nothomb qui est connue ici, traduit, et Amélie Nothomb que nous apprécions beaucoup, oui. Mais qui, je pense, je ne connais pas personnellement, mais qui a souffert et qui souffre sûrement de la pression que doit mettre sa maison d'édition. Je sais pas, je fantasme sûrement, oui. Mais elle publie chaque année, et à un moment on n'arrive pas à la suivre. Moi, je comprends. Et tout à l'heure, vous avez dit, je me posais la question, est-ce que vous arrivez à la lutter suivre contre la pression de votre maison d'édition? Ah oui, je la vois souvent d'ailleurs, elle vient toujours dans mon quartier, Amélie. Je la connais bien. Honnêtement, Amélie, oui, alors certains lecteurs ne l'arrivent pas à la suivre. Les gens aiment bien dire, oh, celui-là est bien, celui-là est moins bon, comme elle publie un livre par an. On lui reproche parfois son manque d'exigence ou... moi, je crois elle mène la voie qu'elle veut mener et ce qu'elle crée, ce qu'elle vit, c'est formidable. Elle a tellement... Il y a des gens qui lisent qu'un livre par an, c'est le livre d'Amélie Nothomb. Et elle leur donne le goût de lire. Et, honnêtement, je pense qu'elle a aucune pression de sa maison d'édition. C'est elle qui a envie de publier un livre par an à la rentrée. On n'est pas obligé d'écrire. Elle pourrait s'arrêter 5 ans, 10 ans. N'allez pas croire qu'il y a la moindre pression des maisons d'édition. Si la maison d'édition vit sur vous, oui. Ce qui n'est pas le cas d'Alma Michel. Ils ont plein d'auteurs qui vendent beaucoup de livres. Évidemment, eux, ils sont très contents qu'elle publie un livre par an. Mais elle n'a aucune pression par rapport à ça. Et moi non plus. Donc on n'a pas de vous crainte. savez, Gallimard, il publie... ça va de Modiano à Kundera, à Leclésio. Ils peuvent très bien se passer de moi, je pense. Hein. Certes, je vends beaucoup de livres, mais si je donne pas de nouvelles pendant 2-3 ans, ils vont pas s'inquiéter. Hein. Il n'y a pas vraiment de pression. Ça peut arriver sur des cas... bon, alors ça, c'est un peu précis. Mais comme Anna Gavalda ou Dilettante ou Tatiana Droné chez Héloïse d'Ormesson, des maisons qui vivent beaucoup autour du succès d'un de leurs auteurs.
Mais Amélie, en plus, elle est très étonnante, je trouve, dans sa personnalité aussi. J'ai pas lu les derniers, mais j'ai lu beaucoup de ses livres. Bon, alors, encore une question, peut-être la toute dernière, et puis là on arrête. Non? Alors, dans ce cas-là, bon, je remercie David pour ses réponses. Vous nous avez répondu avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de simplicité. Je crois qu'on a appris beaucoup de choses sur vous, qu'on aura encore plus de plaisir à lire vos livres. Je crois que de rencontrer l'auteur, c'est quand même une chance formidable. Donc, encore une fois, merci d'être venu à Séoul, et si vous voulez revenir faire un film, embrasser une coréenne, revenez quand vous voulez. Et merci aussi à Young-hoon qui a mis en valeur le travail de David, qui a posé les bonnes questions. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons aussi à vous-même beaucoup de succès pour vos romans. Si vous un jour vous écrivez en français, on vous recevra ici. Et je viendrai faire le modérateur. Et David viendra traduire en coréen. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Alors là, il y a quelques livres en vente si vous voulez acheter et faire signer un livre par David Fuenquinos. Il y a une table dans la médiathèque où il doit s'installer pour signer ses livres. Ensuite, il y a un petit cocktail pour vous tous, pour continuer de parler avec lui, de lui poser toutes les questions que vous n'avez pas voulu poser, les questions plus personnelles et indiscrètes. Et puis, bonne fin de soirée. Puis on aura d'autres écrivains qui vont revenir, on va continuer à en faire venir. Là, en ce moment, c'est la foire du livre. Alors, allez à la foire du livre, parce qu'il y a un stand France, où on présente beaucoup de livres français. Il y a pas mal d'éditeurs français qui sont là. Il y en a une bonne dizaine qui sont représentés, avec des livres en français. Donc, allez leur faire une visite, et puis à très bientôt pour le prochain écrivain. Merci beaucoup. Merci. C'est sympa, hein. Allez. Ouais. Merci.